Alors, Voilà, bonjour, s'il vous plaît. bonjour, je suis Anne-Cécile Robert du Monde diplomatique. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de mon intervention liminaire le premier jour. Je n'ai pas pu suivre tous les travaux parce que le Monde diplomatique est en phase de bouclage. Et comme vous savez, le bouclage d'un journal, c'est toujours une période très tendue, en particulier quand la planète est un peu chamboulée. Donc voilà, mais j'ai un peu suivi l'essentiel et je remercie vivement les organisateurs de créer cet espace régulièrement pour qu'on puisse discuter du plurilinguisme et de la diversité linguistique. Alors pourquoi le monde diplomatique a-t-il proposé cette table ronde? Eh bien, pour mémoire, parce que le monde diplomatique est publié en 27 langues et c'est une des caractéristiques de notre journal d'être extrêmement international par nature et aussi par volonté et par projet. Et on a très tôt pris conscience de la valeur de la diversité linguistique pour l'amélioration du contenu de l'information et de la compréhension du monde. Comme on est un peu pris par le temps, je ne vais pas dire tout ce que j'avais prévu de vous dire pour laisser la place à nos intervenants. Alors je salue, juste pour vérifier qu'il est bien en ligne, Mamadou Ndiaye, qui est le président du réseau Théophraste des écoles francophones de journalistes, qui est à Dakar, c'est le directeur du CESTI. Et sinon, à la... Oui, je suis là. Voilà. Bonjour, bonjour Mamadou. On ne te Bonjour. voit pas, mais on t'entend très bien. À la tribune, il y a donc à ma gauche Valia Kaimaki, qui est universitaire, professeure à l'université ionienne et directrice de l'édition en grec du Monde diplomatique. À l'extrême droite, mais c'est pas du tout une position politique, Stéphane Luçon, qui est le directeur de l'édition en roumain du Monde diplomatique. Et plus près de moi, centriste, et il revendique un centrisme de bonne aloi, Thomas Parisot, qui est le fondateur, le créateur d'un réseau que vous connaissez certainement, d'un site qui s'appelle Kern, et dont il nous parlera tout à l'heure. Alors sans plus de digression, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je passe la parole à Valia. Merci à Cécile. Bon, normalement, je devrais commencer. Merci aux organisateurs, merci à Cécile de m'avoir invité. Normalement, je devrais commencer à parler en français. Mais le problème, c'est qu'après la présentation de Steve, je pense que je devrais parler en grec un peu. Kalispera, πώς είστε? Mais puisque le grec, c'est pas une langue facilement comprise comme l'espagnol, par exemple, ou l'anglais, je vais juste parler français. Excusez-moi pour ça. Alors, plurilinguisme, présenté souvent comme une richesse culturelle, éducative, humaine, et bien sûr, tout ça est vrai. Mais cette manière de présenter le plurilinguisme est trop douce. Elle ne dit pas assez de ce qui est en jeu. Dans l'espace médiatique, surtout, le plurilinguisme n'est pas seulement une qualité souhaitable des sociétés ouvertes, il est une condition de vie démocratique. Pourquoi? Parce que l'information ne circule pas dans un vide neutre. Elle circule dans les langues, elle passe par des mots, par des cadres, très importants pour nous, les universitaires, la théorie des cadres, des traductions, justement, on va revenir au mot diplomatique, des références, des implicites, bien sûr, et par des rapports de force. Certaines langues ont le pouvoir de produire de premiers récits. D'autres langues doivent les recevoir, les traduire, les commenter, parfois les corriger, souvent avec retard et depuis une position moins visible. C'est pourquoi la question du plurilinguisme, c'est pas facile à prononcer pour un grec, ne peut pas être séparée de celle de la désinformation qui est aussi le sujet de notre table. On passe souvent la désinformation comme une crise du vrai et du faux. Bien sûr, elle est, mais elle est aussi une crise de l'accès au sens. Qui peut nommer une situation? Qui impose le premier mot pour la décrire? Qui est cité? Qui est traduit? Qui est cru?
C'est particulièrement visible lorsque l'information circule d'un espace linguistique à l'autre. Un mot politique ne se déplace jamais tout seul. Il transporte une histoire nationale, des usages médiatiques, des conflits sociaux, des sous-attendus. Lorsqu'il est traduit trop vite, repris trop vite, il peut prendre ce qui permettait justement de le comprendre. Je voudrais l'illustrer avec un exemple. En France, lorsqu'on parle de la gauche, on désigne un ensemble assez large de forces politiques qui comprend aussi le Parti socialiste. En Grèce, on n'a pas du tout le même paysage mental. Quand on parle de la gauche, notre Parti socialiste, le PASOK, n'est pas inclus dans cette catégorie. La gauche commence plutôt à gauche du PASOK et après. Le même mot alors semble circuler d'un pays à l'autre, mais il ne découpe pas le champ politique de la même manière. Si l'on traduit mécaniquement la gauche sans comprendre ce que le mot désigne dans chaque espace public, alors on produit une information apparemment correcte, mais analytiquement complètement fausse. On croit avoir traduit un mot, mais en réalité, il aurait fallu traduire un rapport de force, une histoire politique, une mémoire partisane. C'est pourquoi le plurilinguisme n'est pas une question périphérique. Il ne s'agit pas simplement d'avoir plus de langues pour atteindre plus de public, il s'agit de reconnaître que les langues sont des lieux où on se fabrique le sens. Si certaines langues dominent la production internationale de l'information, elles ne diffusent pas seulement des faits, elles diffusent aussi des cadres d'interprétation. Et ces cadres peuvent devenir très puissants. Ils peuvent décider qui apparaît responsable, qui apparaît rationnel, qui apparaît dangereux, qui apparaît crédible. Ils peuvent transformer une crise économique en faute morale, comme c'était le cas en Grèce, que je vais vous dire tout de suite. Une revendication politique, ils peuvent la transformer en irrationalité. Une société entière, ils peuvent la réduire en caricature. Et l'exemple de la crise grecque, je pense que plusieurs d'entre vous êtes familiers. Dans les années de la crise économique, une crise alors une crise en Grèce, et l'opinion publique en Europe découvre cette crise à travers des récits produits dans les langues dominantes de l'Union européenne. Une crise économique qui était une crise économique, sociale, politique et institutionnelle en même temps, extrêmement complexe à être réduite à une fable morale. Les Grecs seraient paresseux, le pays, c'était un pays de fraudeurs, la dette presque un défaut de caractère national. Et ces stéréotypes ont circulé avec une force particulière parce qu'ils étaient simples, ils étaient immédiatement compréhensibles, ils étaient compatibles avec certains cadres politiques européens et disponibles dans les langues qui structuraient le débat public international. Alors, cet exemple illustre comment l'inégalité linguistique devient une inégalité politique. Le problème n'est pas le regard extérieur en soi, mais c'est quelque chose d'inévitable et parfois nécessaire aussi. Le problème, c'est que quand ce regard devient le seul récit possible, quand un pays parle, mais que sa parole arrive déjà précédée par le récit dominant, quand il explique, mais que l'explication est reçue comme une justification, quand il conteste, mais que la contestation est lue comme une preuve supplémentaire de son irresponsabilité. La domination linguistique ne dit pas seulement qui parle, elle dit aussi qui est cru. Et dans ces crises internationales, cette question devient décisive. Cela nous oblige à déplacer notre manière de penser la liberté d'expression aussi. Nous avons l'habitude de la définir comme le droit de parler, d'écrire, de publier, de critiquer, ce qui est évidemment fondamental. Mais dans l'espace médiatique international, cela ne suffit pas. On peut parler et ne pas être attendu. On peut publier et rester invisible. On peut produire un récit très documenté dans une langue locale et le voir disparaître derrière un récit plus simple, plus rapide, plus disponible dans une langue dominante. Alors la liberté d'expression ne consiste donc pas seulement à pouvoir prendre la parole, elle suppose aussi la possibilité d'être attendu, compris et reconnu comme une source crédible.
Défendre la liberté d'expression dans un monde plurilingue, c'est défendre les conditions matérielles, linguistiques et médiatiques, évidemment, qui permettent à une parole d'être reçue sans être immédiatement déformée par les cadres dominants. C'est à ces points précis que nous pouvons imaginer qu'on peut utiliser aussi l'intelligence artificielle. La traduction automatique pour un traducteur ou pour un journaliste, c'est quelque chose de mauvais à éviter, mais en même temps, pourquoi? Parce qu'elle simplifie, elle aplatit, elle normalise, elle efface l'ironie, elle efface les références historiques, et je m'en passe. Mais quand on l'utilise pour ouvrir une porte, si on peut dire, pour lire même imparfaitement la presse locale d'un pays dont on ne parle pas la langue et comparer plusieurs récits d'un même événement de Berlin à Athènes, à Varsovie, à Paris, alors là, ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant, un outil intéressant. Alors, elle est dangereuse quand elle replace l'humain, mais elle devient précieuse quand elle élargit et c'est que le journaliste peut aller vérifier après. Alors, pour conclure, lutter contre la désinformation, ce n'est pas seulement vérifier les faits, c'est indispensable mais insuffisant. Il faut aussi se demander dans quelle langue le fait devient-il visible? Dans quelle langue sont-ils vérifiés? Dans quelle langue sont-ils crus? Dans quelle langue disparaissent-ils? Dans un monde plurilingue, l'information démocratique ne peut pas dépendre uniquement de quelques langues dominantes. Elle a besoin d'un écosystème médiatique où plusieurs langues peuvent produire du sens, nommer des conflits, porter des mémoires, formuler des désaccords et contester les récits dominants. Et c'est exactement ce que nous faisons au réseau des éditions du monde diplomatique, où les articles ne sont pas traduits, ils sont repris, ils sont absorbés, ils sont adaptés aux langues normales qui sont en nombre maintenant, Cécile, de 27 langues différentes. Donc, c'est un travail vraiment monstrueux. Alors, le plurilinguisme, pardon, n'est pas un supplément culturel. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est une condition concrète d'un espace public réellement démocratique. Une information vraiment démocratique n'est pas seulement une information exacte, c'est une information qui permet à plusieurs langues de dire le monde et pas seulement de traduire le monde déjà raconté par d'autres. Merci. Merci beaucoup, Valia. J'ajouterais, parce que ça m'a fait penser en t'écoutant à cette question des sources d'information. L'une des difficultés que nous avons, nous journalistes aujourd'hui, c'est que la plupart des informations maintenant arrivent d'abord en anglais. Et on a vu, par exemple, au moment de la pandémie de Covid, que tous les communiqués des institutions internationales sortaient en anglais. Parfois, il n'y avait carrément pas de traduction. On nous la promettait tout le temps et ça arrivait beaucoup plus tard. Et les rapports scientifiques, les informations, les données, c'était en anglais. Donc, si vous vouliez comprendre, appréhender le sujet, vous partiez pénalisé si vous ne maîtrisiez pas l'anglais. Or, comme vous l'avez bien démontré et dit tous ces jours-ci, on voit bien que chaque langue véhicule par ailleurs sa manière de dire le monde et de voir le monde. Et un autre exemple qui me vient comme ça, on a eu un projet interne au réseau des éditions internationales du monde diplomatique sur les questions migratoires. Et on a vu que suivant l'origine du document, la source d'information, on parlait de migrants, d'exilés, d'expulsés, de sans-papiers, de réfugiés. Et tout ça, effectivement, comme l'a bien expliqué Valia, crée la base de la discussion et peut complètement déformer la discussion. Donc la production d'informations, et là je vérifie que Mamadou est connecté depuis Dakar, et l'importance des flux d'informations qui viennent en anglais, je pense que ça doit beaucoup préoccuper Mamadou. On ne te voit pas, Mamadou Oui, bon, pourtant j'ai bien activé ma caméra. Peut-être que c'est au niveau de l'organisation. Voilà, ou des paramètres. Bon, en tout cas, je suis bien là et
Au Sénégal, voilà, nous avons de plus en plus de contenus, c'est vrai, qui sont diffusés en anglais, et même sur certains réseaux, certains types de recrutement, on exige que le journaliste que nous avons formé en français, parce que c'est notre langue de travail, c'est la langue officielle du Sénégal, voilà, que ce journaliste-là maîtrise également l'anglais. Oui. Donc, ça pose quelques soucis, c'est vrai. Mais moi, je voulais juste rappeler, avant de revenir sur ces questions-là, que la présence du réseau Théophas que je représente ici dans le cadre de ce débat me paraît tout à fait pertinente, d'autant plus que Théophas, qui est un réseau mondial d'écoles de journalisme francophone, nous avons 22 établissements, voyez, en Europe, en Amérique, un peu partout dans le monde. Voyez. Nous avons nos missions, parmi nos missions, nous avons ces questions qui sont au cœur de cette table ronde. Pluralité culturelle, rôle du journaliste dans la vie démocratique, éthique sur les pratiques d'information. Je rappelle aussi que le réseau Théophas est un réseau membre de l'AUF, un réseau institutionnel, donc membre de l'AUF, et souvent avec l'AUF, nous mobilisons notre expertise sur ces sujets-là. Alors, nous pensons aussi que avec l'AUF, parce que c'est important, c'est l'AUF qui nous a un peu invités à participer à ce panel-là, à cette table ronde. Nous développons plusieurs partenariats qui nous permettent de parler de ces questions-là et mais aussi de faire des recherches sur ces questions-là. Je cite 2024 à Toulouse, à l'occasion de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, nous avons eu à participer à l'atelier autour de l'esprit critique, de la qualité de l'information, de la désinformation, mais aussi de la citoyenneté. À Dakar, récemment, en 2025, l'AUF nous a invités à nous prononcer sur la contribution des écoles de journalisme dans la lutte contre la désinformation. Récemment, en avril 2026, vous avez vu ce partenariat-là qui a été signé entre l'AUF et Factoscope.fr, créé par l'école publique de journalisme de Tours, dirigée par notre collègue Laurent Bigot, et qui est aussi membre du réseau Théophas. Donc, pour dire rapidement que mon intervention s'inscrit vraiment dans la continuité des travaux que le réseau Théophas et l'AUF sont en train de mener conjointement. Et donc, ce sont des actions concrètes qui montrent que dans le cadre d'un réseau, on peut faire des choses qui peuvent nourrir le débat sur la lutte contre la désinformation. Maintenant, concernant la langue anglaise, je parle à l'anglais, nous subissons ça vraiment. Nous avons dans nos curricula deux modules d'anglais. Hein. Vous voyez, l'anglais n'occupe pas une place très importante dans nos curricula. Souvent, ceux qui maîtrisent l'anglais, ils ont eu à pratiquer ça au lycée ou à l'université avant de venir chez nous. Je ne pense pas que c'est le volume horaire que nous proposons qui puisse donner cet impact-là, mais surtout certaines chaînes internationales, et même parfois françaises, hein, des chaînes internationales françaises, quand elles veulent recruter chez nous, elles exigent que l'étudiant qui a été formé dans une école, dans un pays francophone, puisse également avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Et c'est ça vraiment, parfois c'est problématique, et ça a tendance à un peu décrédibiliser le français et aussi à le reléguer au second plan. Vous voyez, ça crée une sorte de manque de fierté par rapport à celui qui ne maîtrise que le français, alors qu'au Sénégal, c'est clair, nous avons le français qui est la langue officielle et nous avons 22 autres langues nationales qui sont des langues codifiées et qui sont enseignées aussi dans certains milieux scolaires. Merci. Merci Mamadou, jërëjëf. Merci, jërëjëf. Mamadou, est-ce que tu peux me confirmer, parce que j'ai commencé à apprendre le Wolof, et on m'a dit qu'en Wolof, il n'y avait pas de mot pour dire problème, qu'il fallait utiliser le mot français, et que c'était bien une bonne leçon, c'est les Français qui avaient amené les problèmes en... Est-ce que c'est vrai? Problème n'existe pas, mais jafe-jafe. Souvent, on utilise le terme difficulté
pour évoquer problème. Diafé, diafé. Voilà. Mais problème, Dafa je Diafé. n'en connais pas. Merci. Amul problème. Alors, je vais poursuivre mon tour de table. Je vois Stéphane qui est complètement stressé parce que il est arrivé de Bucarest ce matin. Il a un avion à reprendre. Donc, si Thomas n'y voit pas d'inconvénient, on va passer la parole à Stéphane d'abord pour qu'il puisse nous parler de la liberté de la presse en Roumanie et du plurilinguisme en Roumanie, un vrai sujet. Oui, en fait, l'échange vient de me faire repenser ma présentation dans le cadre d'une lutte plurilingue. Je vais rapprocher ça comme ça, ok. Donc, vous le savez, la Roumanie a traversé une grande crise avec l'annulation des élections une information a été répétée à tort et à cri, en particulier à des fins politiques, par les politiques, que c'était le fait d'une ingérence russe qui avait causé l'annulation des élections. Le mois dernier, le président roumain, en interview, continuait d'expliquer qu'il allait un jour pouvoir prochainement peut-être apporter les preuves de l'ingérence. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des rapports, lorsqu'on lit les rapports, lorsqu'on relit les décisions de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de doigt mis sur cette question-là, précisément, et en fait, il a la possibilité qu'il y ait d'autres sources. Je parle de ça parce qu'en fait, la question des échos d'informations sur ce sujet-là a été vraiment terrible. C'est-à-dire qu'on va avoir la presse roumaine qui émet des articles, la presse française qui les reprend, ou alors des ONG roumaines qui émettent des rapports qui se retrouvent dans la presse roumaine, puis dans la presse française. Quand c'est repris dans la presse française, la presse roumaine peut dire ça a été dans la presse française. Et on tourne en boucle sans jamais revenir à la source et à la preuve du problème. Et très souvent, le plurilinguisme est la façon de pouvoir revenir à la source du problème. Et j'ai découvert le mois dernier un exemple fascinant dont je te parlais tout à l'heure. Il y a un an, en Roumanie, sort dans la presse le fait que le renseignement italien a publié un rapport et ce rapport parle des ingérences russes en Roumanie. Et il y a une cartographie, c'est assez bien fait en termes de. On n'attend pas ça d'un service de renseignement, c'est presque la concurrence au diplôme en termes de qualité de cartographie, mais il publie ça, et puis il y a une carte, l'Europe, et puis tous les pays. C'est repris dans la presse roumaine, un premier article qui dit que le renseignement italien s'y intéresse, un deuxième article qui dit ça, et puis un troisième article télé qui dit 34 attaques russes observées par les Italiens, par les services de renseignement italiens, en Roumanie. Cette info-là est reprise ensuite par 9 médias différents. Je suis allé lire le rapport du renseignement italien. Alors, je ne parle pas italien, mais je pense que la démarche est quand même une démarche plurilingue. Et en fait, la carte dont je vous parlais tout à l'heure avait un point numéro 34 qui indiquait que pour la légende pour la Roumanie, c'était des attaques, des ingérences russes. C'est-à-dire que le numéro 34 de la légende, par une bêtise de traduction de journalistes pressés, est devenu le chiffre de 34 attaques russes. J'écrirai prochainement là-dessus. Bon, maintenant, c'était juste une introduction. Je vais vous parler d'une lutte multilingue. Je vis en Roumanie depuis 20 ans. Il y a à peu près 3 ans, avec Anne-Cécile, on convient de relancer, j'avais fait ça il y a une quinzaine d'années, de relancer une édition en langue roumaine du Monde diplomatique, pour que les articles du Monde diplomatique vivent dans cette langue-là. Et mon parti pris est vraiment de ne pas avoir de contenu local. C'est vraiment d'amener les débats qu'on a en France, et qui sont en fait des débats internationaux, qui sont portés par le Diplo, auprès du public roumain. Très vite, nous sommes en 2024, la page du Diplo roumain est censurée sur Facebook. Facebook étant le médium réseau social principal pour la Roumanie. La page est censurée. Viennent les élections, 6 mois plus tard, drame national, psychodrame, les élections sont annulées. Et à partir de ce moment-là, je vais m'excuser. Très vite, juste avant, j'allais oublier, pas seulement la page Facebook, mais les contenus TikTok du Diplo roumain étaient également censurés sur TikTok. On a un shadow ban sur un article d'Anne-Cécile. Oui, voilà. Annulation d'élections. Pour moi, il y a 2 titres dans le monde qui ont appelé un chat un chat. Il y a The Economist, qui n'est pas forcément un habitué de ce genre de prise de position, qui a dans son index de la démocratie rétrogradé la Roumanie en disant
vous n'avez pas apporté les preuves, vous suspendez une élection sans preuve, bon, on ne va pas vous laisser en statut de démocratie bancale, flawed democracy, on va rétrograder à un régime hybride, donc ça c'est fait par les économistes, et puis surtout le monde diplomatique publie un éditorial, Liquidation électorale, de Benoît Bréville, qui explique effectivement que même s'il y a une manipulation algorithmique, il faut quand même savoir convaincre, et que Kamala Harris, par exemple, en dépensant beaucoup plus d'argent que Donald Trump, n'avait pas su convaincre. Cet article, et je pense que c'est un point intéressant à discuter, je ne sais pas si on aura le temps, est traduit par des méthodes d'IA par 2 journaux de presse roumains et redistribué comme ça, sans me contacter. Donc je contacte les journaux et je réalise que cette pratique en fait est très très répandue et qu'on a dans l'espace informationnel roumain énormément de contenus qui vont être repris, traduits à la sauvage. Donc un problème de droit d'auteur, mais surtout, enfin, le droit d'auteur c'est une chose, un vrai problème de qualité, c'est-à-dire que le travail du traducteur, la validation, le travail avec l'auteur, la vérification avec l'auteur, etc., tout ça c'est chanté pour une volonté d'efficacité qui peut être d'une certaine manière dangereuse. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'essayer de comprendre pourquoi les comptes du Diplo avaient été suspendus, et surtout j'ai vu qu'on avait une vague de censure qui frappait en 2025, donc on parle du nouveau jeu d'élection en Roumanie, et des comptes de journalistes qui sont suspendus. Et d'un seul coup, d'une situation où mon idée était de traduire simplement le Diplo, je suis de facto devenu obligé d'enquêter sur la question de la censure, la question du règlement sur les services numériques, et de poser des questions à droite et à gauche, en roumain, en anglais, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et cette guérilla de questions posées aux institutions, aux fact-checkers, et aux différents acteurs m'a permis de découvrir qu'on avait dans les systèmes de modération des acteurs, par exemple, comme un call center en Roumanie, qui recrute donc à très bas coût, il y a eu des articles sur des conditions de travail lamentables, à Brașov, donc en plus en province, des gens pour faire de la modération en français, en espagnol, en roumain, sur TikTok. Donc des employés de call center, payés au lance-pierre, des conditions très très dures, une interdiction de mentionner TikTok, c'est the client, on ne dit pas que c'est pour TikTok, et donc on a une entreprise privée qui fait de la modération. On a des acteurs ONG qui sont aussi problématiques, c'est quelque chose que j'ai publié à un moment donné. On a un acteur américain, Lead Story, qui est une entreprise qui a développé un software pour faire de la détection algorithmique de tendances et qui ensuite produit des fact-checks, mais qui n'a pas une énorme quantité on va dire de journalistes, et donc je pense qu'il y a des questions sur cette architecture-là. Et au final, le fin de cette enquête, ça s'est traduit par des plaintes en anglais auprès du coordinateur sur les services numériques roumain, en anglais parce que c'était la seule manière en termes d'efficacité de m'assurer que les Irlandais comprendraient rapidement quel est le problème et traiteraient la question. C'est Commission 9, l'équivalent de l'ARCOM en Irlande. Ça leur a mis 3 mois à me donner une réponse, mais effectivement, ils ont traité partiellement la question. J'ai déposé une plainte en roumain au Conseil national de l'audiovisuel et en roumain au Parlement roumain. Et de cette lutte multilingue a résulté, j'espère que c'est le résultat de la lutte, ou ce n'est pas le fruit du hasard, mais le mois dernier, la page Facebook du Monde diplomatique a été rétablie. Le reste de la lutte maintenant, c'est de comprendre pourquoi. Donc je vais continuer de poser des questions à droite et à gauche pour savoir, conformément au règlement sur les services numériques, qui avait pris la décision de supprimer la page d'un journal français traduit en roumain. Voilà. Alors, on est déçu, Stéphane, parce qu'on attendait le nom de l'assassin. Le nom, ah oui. Le nom de l'assassin, là, tu as fait monter, là, on a bien la scène de crime. Oui. Mais ça, je reviendrai. Ouais, tu ménages tes effets. En t'écoutant, j'ai repensé à cette crise qu'avait provoquée involontairement le président de l'Eurogroupe. Il y a une dizaine d'années, le président de l'Eurogroupe était interrogé sur la crise qui avait eu lieu à Chypre, qui était une crise financière. Et il était interrogé en anglais et la journaliste lui demande si le plan de sauvetage européen de Chypre pourrait servir de template, donc de modèle pour la résolution de d'autres crises. Mais apparemment, il ne connaissait pas
le mot template, il a répondu oui, ce qui a semé la panique sur les marchés parce que le plan de sauvetage avait été tellement dur pour les Chypriotes et l'euro a plongé pendant quelques heures pour une erreur de traduction. Donc on voit que traduction, politique, démocratie sont en fait extrêmement liées. Et un autre exemple qui me vient avant de passer la parole à Thomas Parisot, mais qui n'a absolument rien à voir. Comme je vous le disais, le monde diplomatique est traduit en 27 langues et on est très fiers que parmi ces langues, il y ait des langues moins dotées, c'est-à-dire avec peu de locuteurs. Et on a la chance d'avoir une édition en kurde et une édition en turc, par ailleurs, qui s'entend très bien avec l'édition grecque. Pas de problème de ce côté-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est la traduction en kurde du monde diplomatique qui a incité les traducteurs à formaliser l'écriture du kurde, qui est largement, vous savez qu'il y a au moins 3 dialectes kurdes, qui est une langue surtout parlée et peu écrite, peu formalisée. Et c'est le travail des traducteurs qui traduisaient le monde diplomatique à une langue exigeante, comme vous le savez, en kurde, qui a conduit à un travail de formalisation aboutissant au premier dictionnaire kurde-turc de l'histoire. Donc voilà un cas où la traduction linguistique conduit à un effort en faveur de langues dites minoritaires et par ailleurs en faveur de la diffusion d'une information exigeante et on peut dire de qualité. Bon, j'arrête avec mes anecdotes. Je vais passer la parole à Thomas Parisot qui va nous parler de Kern que j'ai très mal présenté en bafouillant tout à l'heure. Mais tu vas nous dire l'enjeu et ce que fait Kern. Voilà, avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation et puis l'occasion de participer un peu à ces échanges, de témoigner d'une position d'observation, puisque pour dire très rapidement un mot de Kern, pour resituer dans la discussion d'aujourd'hui un peu cet objet, c'est une plateforme qui s'inscrit, comme vous savez, dans la recherche, qui vous le pratiquez peut-être au quotidien comme un certain nombre de personnes, puisqu'il y a 4 à 5 millions de personnes chaque mois maintenant qui sont des réguliers de Kern, un peu partout dans le monde, et qui est un projet qui vise à faire circuler la connaissance en langue française, mais bien sûr bien au-delà des seules limites de la francophonie. Et là, c'est peut-être éclairer quelques petits éléments d'expérience qu'on a pu un peu rencontrer au fur et à mesure du parcours, parce que cette plateforme a une vingtaine d'années, elle est, on pourrait dire, à l'échelle, et elle travaille aujourd'hui avec près de 2000 universités en 80 pays. Bien au-delà, 80 pays, ça fait un peu plus que la zone francophone habituelle, comme vous le savez. Donc peut-être reprendre les choses de façon un peu chronologique. Kern, ça s'est structuré vraiment comme une plateforme qui visait déjà à faire exister les publications en langue française dans les universités francophones. Et à commencer par les universités francophones d'Europe. Déjà en 2005, ce n'était pas le cas quand on a commencé, avec une structure qui, avec cette transition vers le numérique, faisait que des fonds papier francophone devenaient des fonds numériques anglophones, de façon assez mécanique, et avec une forme de déport budgétaire non pas tellement voulu, non pas vraiment souhaité, mais d'une certaine façon subi, avec une offre qui était trop peu présente pour les publications francophones. Le problème étant qu'elles étaient peu à l'échelle, on pourrait dire. Chacun des acteurs, c'est un secteur qui était très atomisé, peut-être c'est l'un des enjeux du plurilinguisme en partie, c'est une forme d'atomisation des sujets et donc de dispersion des efforts possibles par rapport à des masses linguistiques dominantes, notamment l'anglais, qui étaient en l'occurrence portées aussi par des grands groupes qui étaient aussi à l'échelle économiquement. Vous les connaissez aussi certainement, d'Elsevier, des Springer Nature, des grands groupes qui avaient procédé à la fois par croissance externe et qui étaient sur un marché mondial, universitaire, qui leur permettait de continuer à grandir et à avaler progressivement les ressources universitaires un peu partout dans le monde. Donc l'idée était de réagir et de réagir seul avec ce qu'il fallait de diversité pour pouvoir maintenir ce que sont les structures éditoriales, les revues, dont on a le plaisir d'ailleurs de travailler avec l'Observatoire européen du plurilinguisme, de diffuser les productions d'ouvrages, donc par exemple des structures petites, un peu plus grandes, des Gallimard, des PUF, des La Découverte, des Armand Collin, je ne vais pas toutes les citer, mais 500 structures éditoriales qui petit à petit sont venues un peu s'agréger à cet effort pour constituer une sorte de bibliothèque idéale pour que des chercheurs francophones puissent travailler avec cette production francophone. Assez rapidement, le sujet a dépassé un peu le cadre et les étapes qu'on s'était données, puisque, si je peux faire un modeste témoignage, moi il se trouve que j'ai le plaisir d'être là depuis le tout début. Je ne suis pas le fondateur, puisqu'il y a un projet qui a été porté plutôt par un économiste et à l'Université de Liège. Le projet est plutôt venu de Belgique. Vous allez me dire, comme souvent, parfois, il faut que les Belges nous poussent un petit peu dans le dos des fois, ou des Québécois, pour que la France se saisisse de certains enjeux, par exemple de défense du français. Bon, ça c'est une modeste observation. Mais que effectivement, dès la première semaine, Stanford nous contacte en disant un fonds en langue française de revue de sciences humaines. On a bien compris ce que c'était, on s'abonne.
avant même des universités françaises. Et là, on s'est dit, bon, effectivement, le web, c'est pas que effectivement réinvestir un champ local et en proximité, c'est tout de suite une abolition des frontières géographiques et c'est tout de suite un remaniement des cartes et de l'horizon et peut-être de l'imaginaire, pour prendre un des termes de l'affiche, autour de ce qu'on pourrait faire en termes de diffusion et peut-être de réagencer, au-delà de simplement conserver ou répliquer, réagencer des formes de circulation de connaissances un peu différemment. Assez rapidement, ça nous a poussé à dire, bon, faut diffuser le français, et ces universités américaines qui commençaient à s'abonner en nombre, mais aussi chinoises, japonaises, brésiliennes, comme je dis, on est dans 80 pays, et c'est venu assez naturellement. Il y a eu des efforts, mais effectivement, à la fois la force du corpus français, qui avait dans les sciences humaines et sociales une certaine légitimité internationale, une certaine histoire, dont on a d'une certaine façon bénéficié, faisait qu'il y avait un effet d'entraînement avec cette collection que Kern proposait, avec un effet de bouquet, une stratégie qui faisait qu'il y avait un effet d'entraînement. On connaissait les annales, on connaissait la revue française de sociologie, et du coup, on avait accès à des revues plus récentes, sur l'histoire des sensibilités. Évidemment, je la connais pas, mais ça me donne à voir ce qu'en histoire, à partir derrière une marque comme les annales, ce que devient la recherche historique française, finalement. Et plus largement francophone, on va y revenir. Mais donc tout ça pour dire qu'on a développé des stratégies pour se dire, bon, s'il faut sortir d'un département de français, d'études de French Studies, comme diraient les universités américaines, eh bien, effectivement, il faut qu'on arrive à traduire, à aller vers des publics qui ne sont pas francophones, mais qui sont intéressés par d'autres idées, qui viennent d'autres espaces intellectuels, moins normalisés, moins, je ne reprends pas les termes qui ont été très bien dit, moins, d'une certaine façon, aplatis, un peu ce qu'on disait de la traduction automatique, qui vaut aussi pour la connaissance universitaire, qui, à travers, bien sûr, le cadre de pensée qui est une langue, se normalise beaucoup à travers cette publication dite internationale, et qui est en fait très normée selon des codes, comme vous le savez, essentiellement nord-américains. Bon, voilà. Effectivement, donc on a traduit. Et la question se posait de se dire, on ne va pas tout traduire. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'articles sur Kern. Il y a à peu près une dizaine de milliers, 12 000 aujourd'hui traductions en anglais, de sélection d'articles. La chance d'une plateforme, c'est de pouvoir avoir des données d'observation directes dans les universités qu'on cherche à toucher pour savoir que traduire, comment traduire, faire des essais. Et on a moins eu une logique d'édition nationale que d'essayer, dans un premier temps, de passer par l'anglais puis par l'espagnol pour traduire des sélections d'articles qui, en partie, déclenchaient de l'intérêt et en partie travailler avec les rédactions de revues pour qu'elles puissent tenter des choses en termes de traduction pour proposer des travaux, certains résonnant avec déjà des problématiques connues dans le monde anglophone ou hispanophone, d'autres étant plutôt des propositions plus nouvelles en disant tiens, ça c'est important dans le monde francophone, c'est pas trop connu, on va tenter, on le traduit, on essaie de le proposer à nos collègues, avec un effet d'entraînement qui a pris, puisqu'aujourd'hui sur les 250 millions de lectures à peu près annuelles qu'enregistre Kern, une cinquantaine de millions vient des bassins non francophones. Donc 50 millions de lectures, ce n'est pas rien, et sur Kern on ne parle pas de clics. Dans le monde universitaire, on a une chance, c'est que la consultation, l'analyse web est très normée, puisqu'on parle vraiment de lecture par un humain, en écartant ces fameux robots, dans des contextes universitaires, donc un acte qui s'approprie, autant que faire se peut, à une lecture consciente, volontaire, le critère étant autour d'une trentaine de secondes, ça paraît très peu pour une lecture, mais en fait ça élimine tout un papillonnage qui est celui du web. Une page web, 30 secondes, si vous faites l'expérience, généralement c'est que vous vous êtes vraiment arrêté un certain temps et que vous avez ce qu'on pourrait qualifier d'un acte de lecture. En tout cas, c'est la norme internationale qui permet de le comparer aussi de plateforme en plateforme scientifique en plateforme scientifique. Donc on a traduit en anglais, en espagnol. On a bien vu assez vite que ça ne suffisait pas. L'enjeu n'était pas que linguistique, il était bien sûr question de connaissance du paysage, des barrières de nature plus culturelle, peut-être institutionnelle, et qu'on a commencé à éditorialiser, prendre un terme, ou à faire un travail peut-être proche de ce que font au quotidien des journalistes. Nous, ce qu'on n'est pas, et ce qui n'est pas exactement non plus le travail de la recherche, produire des dossiers, produire des listes de lecture, des parcours, pour aider des curieux à se dire, moi je ne connais pas l'actualité de la philosophie marxiste française, non, je ne connais pas du tout, franchement. Mais si vous m'éclairez, que vous me expliquez rapidement et que vous m'avez traduit quelques articles, je veux bien m'arrêter 5 minutes pour lire et découvrir ce que vous estimez original dans votre espace de pensée, en partie. Et ces dossiers poussés à des lecteurs qui avaient des comptes personnels, donc ce qu'on fait aujourd'hui sur le web, avec une capacité à créer du lien avec des curieux, quelque part, au fin fond d'une université japonaise. Oui, il y a des francophones, il y a des curieux au fin fond du Brésil, malgré des résistances institutionnelles. Donc s'adresser aux institutions, mais s'adresser aussi à ces lecteurs curieux que le web permet de rassembler d'une certaine façon et de réagréger à travers ces bibliothèques numériques, même si institutionnellement, théoriquement, dans les organigrammes, ils n'ont pas forcément de raison d'exister. Et pourtant, ils existent. Donc c'est cet agrégat qui a permis de lancer la machine et d'améliorer un petit peu et d'avoir une sorte de modèle de financement pour nous, pour les éditeurs, pour les revues, qui vise à développer ce lectorat, pas simplement à survivre ou à rester entre francophones, si on pourrait dire. Plus récemment, il y a 2 choses peut-être que je voudrais signaler pour ne pas être trop long non plus, puis après pour laisser libre cours aux échanges, aux discussions, ou peut-être 3. Effectivement, le fait qu'il y a aussi une hybridation avec des corpus francophones, mais qui ne viennent pas d'Europe, avec quelque chose là où on va bien au-delà fort de nos constats plus de nature culturelle,
On est diffusé, il y a plus de 600 universités un peu partout sur le continent africain qui sont abonnées à Cairn. Donc Cairn, d'une certaine façon, descend, est accessible très largement. Il n'y a plus d'universités marocaines, tunisiennes, même sénégalaises qui n'a pas accès à Cairn. Et effectivement, par contre, avec des différences qui fait qu'on était peu représentatif, effectivement, de l'autorat du Sud dans les sujets, dans l'autorat francophone, mais qui était peu présent dans les revues françaises, suisses, belges, un petit peu canadiennes, pour des raisons effectivement peut-être similaires à ce qu'on subissait de part des revues anglophones, avec des différences de fait assez fortement culturelles, de cadre de pensée, plus que de langue. Et que la solution à ça, plutôt que de vouloir normer une forme d'édition africaine universitaire en émergence, en ce moment c'est un espace qui est largement en émergence, édition institutionnelle, publique, privée, aussi beaucoup d'initiatives, c'était plutôt de le faire par un certain fédéralisme. Peut-être que ça a certaines ramifications, il y a peut-être un cousinage avec le monde diplomatique, pour ne pas être qu'un média en plusieurs langues, mais d'être une multitude, peut-être une fédération de plateformes qui agrègent des espaces éditoriaux. C'est le cas en Tunisie aujourd'hui, on est associé à une plateforme qui s'appelle Al-Fikr, ou au Maroc, qui est une plateforme plus institutionnelle, la plateforme de l'IMIST CNRST, ou effectivement au Sénégal, où un projet se structure, voilà, pour rassembler, et d'autres initiatives où les éditeurs africains sont présents pour pouvoir entraîner, intégrer ce contenu à Cairn, le rendre plus visible à travers le trafic qu'on avait constitué dans les pays africains, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, pour pouvoir jouer un peu sur la synergie et l'apport de trafic. Donc c'est une exploration, ça commence. Deuxième chose qu'on fait aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin, c'est que cette parole d'auteur, elle est écrite, mais de plus en plus, il faut l'incarner. Et que ça passe aussi, ces contacts plurilingues et cette circulation des idées passe de plus en plus par de la production audiovisuelle. On va parler beaucoup, c'est des réflexions dans les médias aussi. C'est toute la réflexion aussi sur l'attention utile et intéressante, pas à des fins publicitaires, mais qui fait qu'on produit maintenant dans une petite dizaine de pays, des entretiens, des interviews. On n'invente rien en termes de journalisme, mais pour donner la parole, mieux connaître des travaux d'auteurs qui sont indexés dans les moteurs de recherche, qui sont traduits, sous-titrés, qui participent à l'information que peut avoir un chercheur francophone d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Afrique, mais aussi à des non-francophones de l'espace de pensée, de son actualité, à travers un outil comme Cairn. Et si vous n'avez pas été jeter un petit coup d'œil, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a des rencontres dans vos domaines qui vont avoir tendance à se multiplier. On en produit nous-mêmes et d'une certaine façon, on essaye d'essaimer avec des éditeurs audiovisuels qui ne passent pas par le texte, mais qui passent plutôt par le son et par l'image pour faire circuler les idées dans les différentes langues. Et peut-être le dernier, et toujours aujourd'hui, et vraiment il faut le mentionner, même si on est déjà un peu fatigué du sujet, c'est cette fameuse intelligence artificielle, pas que pour la traduction automatique, pour ce que c'est en train de faire au web et à l'espace de données, puisque Cairn est obligé aujourd'hui d'avancer. Il y a une deuxième révolution qui est devant nous, au-delà du papier et du passage au numérique, c'est la fin d'un certain web qu'on a connu, avec un trafic. Google a publié cette semaine, un mardi là justement, en conférence les chiffres, entre novembre 2024 et novembre 2025, le trafic renvoyé vers les sites web aux États-Unis a baissé de 33%. Donc ce n'est pas votre référencement sur Internet, c'est pas on a du mal faire quelque chose ou rater la dernière version du site web. C'est la notion de site web qui est en train de disparaître, phagocytée par des réseaux sociaux, mais phagocytée de plus en plus par les moteurs de réponse, qui ont une différence fondamentale, c'est que leur but n'est pas de renvoyer à un autre espace, c'est de répondre à votre question, aussi largement que possible, aussi précisément que possible, avec éventuellement de la publicité, ça dépend lesquelles, mais qui change profondément l'architecture qu'on a tous en tête. Puisqu'aujourd'hui, quand on dit va sur Internet, on se dit, tu sais, tu tapes et après tu as un lien bleu et tu arrives quelque part. Ça va changer, puisqu'aujourd'hui on dira avec qui tu as parlé pour avoir cette réponse. Et qu'est-ce qui t'a dit tel et tel homme, tel politique. Ou qu'est-ce qui t'a dit effectivement et tu lui as parlé en grec, qui t'a répondu avec des corpus qui étaient plutôt anglophones. Mais effectivement, qui a donné la parole au robot, qui l'a entraîné, qui a conçu le récit et comment il te le restitue, tout ça effectivement est aujourd'hui largement devant nous et c'est une grande question. Et aujourd'hui, Cairn, dans la façon de faire ça, on va essayer dans les universités dans lesquelles vous êtes, dans quelques semaines, là maintenant, un peu avant l'été, là, va se déployer un outil qui est un outil qui n'est pas là pour parler à la place des auteurs, puisque l'idée c'est moins une évolution technologique qu'un changement de concept où ces robots font disparaître tous les intermédiaires de la connaissance, les bibliothèques, les libraires, les éditeurs, mais surtout les auteurs. Il n'y a plus d'auteurs, il n'y a plus de responsabilité à un propos, il n'y a plus de signature, il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de parti politique. Bon, il y a une réponse qui se veut une synthèse. Il n'y a plus de cadre Et pourtant, bien sûr, le cadre de pensée sera très fort, même si ces sociétés ne le voulaient pas. Elles sont rattrapées par, bien sûr, l'essence même de ça. Ce qui va se passer sur Cairn, quand vous parlerez en langage naturel à ces robots, vous-même, vos étudiants, des professionnels, c'est que ce qui va vous répondre, c'est une foultitude d'auteurs qui ont des choses à dire sur votre sujet. La beauté de la machine, c'est savoir associer, vous trouvez très vite dans des millions de publications des extraits directement sur vos sujets qui vont vous permettre d'aller au cœur.
tiens, dans cet ouvrage, page 358 d'un ouvrage de la découverte des années 2000, il y a quelque chose qui reprend vraiment précisément ton sujet. Ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Bon, on tente. Et sur le même sujet, c'est pas une réponse. C'est une foultitude de points de vue. Différents auteurs ont travaillé sur le sujet. Il y a plein de choses à dire, qui viennent de différentes disciplines, qui viennent de différentes époques, qui viennent de différents auteurs, voire de différents contextes géographiques. La beauté, c'est que je suis plutôt, je ne sais pas, arabophone et je veux explorer le corpus français. Je peux lui parler en langue arabe. Il va me répondre, mais on ne traduira pas à la volée la réponse qu'aurait fait Michel Foucault à tel et tel contenu. On ne va pas prendre cette responsabilité. Mais par contre, je peux lire du français, mais je préfère poser cette question dans la langue que je maîtrise. Et peut-être que la différence entre difficulté et problème va être très signifiante dans la façon dont je pose la question. Et là, la machine sera plus subtile qu'un moteur de recherche pour essayer d'interpréter ça, hein, peut-être. Et au-delà de ça, de créer des nouvelles formes de circulation avec des gens qui sont moins intéressés par avoir un robot qui synthétise, avec une forme de réduction permanente dans laquelle on va devoir apprendre à vivre, mais des gens qui cherchent à réaller au-delà pour trouver des auteurs, des experts, des gens qui montrent que les problèmes ne sont pas simples, ils sont complexes et surtout ils sont non réductibles à une seule voie, hein, bien sûr. Donc voilà des choses qui un peu interrogent aujourd'hui et on va continuer à en discuter. Merci, merci beaucoup d'avoir rappelé toute cette question des bases de données et des algorithmes. Les réseaux sociaux, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, il y a quelque temps, ont modifié leurs algorithmes et la conclusion, c'est que ça fait disparaître les journaux. Quand vous posez une question sur un réseau social ou sur un moteur de recherche, les médias sont mis de côté au profit de d'autres sources d'informations dont le statut, la valeur est parfaitement énigmatique. Et la conclusion, c'est que la valeur de la donnée qui circule, il ne faut pas dire information, est complètement perdue. Et c'est important de le souligner, parce que moi, je suis universitaire, comme Valia et d'autres ici, et je vois que mes étudiants ont du mal de plus en plus à déterminer la valeur d'une donnée. Alors, une information, c'est quelque chose qui a été vérifié. Le journaliste, c'est un métier. Quand on écrit quelque chose dans un journal, ça correspond à une formation, à des processus de vérification, donc ça a une valeur. Ce qui circule sur les réseaux, c'est une donnée. Il faut en déterminer l'origine et la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas évident et qui traduit une forme de confusion de plus en plus chez les utilisateurs. On a un moment, je regarde les organisateurs, pour des discussions, des questions, des remarques, des commentaires, des échanges. Donc, prenons-le. Sinon, je vais encore repartir avec mes anecdotes. J'en ai plein, hein, mais... Travailler. Pourquoi est-ce que vous tenez à cette page? Est-ce que vous pensez que le réseau social, c'est un vecteur d'information? Je commence, ça va être trop long. Donc effectivement, le mot kern, c'est une image. C'est pas un acronyme ou c'est pas l'idée que, au tout début, et c'est pas moi qui l'ai eu, c'est encore une fois ce chercheur belge à qui on doit beaucoup chez Kern, qui est Marc Minon, qui était un économiste des médias à l'époque, qui avait cette idée d'une image, qui est de se dire bon, le problème qu'on va avoir, c'est le problème du repère. C'est le problème de distinguer l'information fiable de l'autre, et donc c'est l'idée de la source et de dire c'est pas toujours très agréable, mais toute source et toute information ne vaut pas tout autre. Et que malgré une certaine égalité, il faut distinguer certaines sources par rapport à d'autres pour qu'on s'y repère. Parce que certaines ont fait l'objet d'un travail, d'une méthode, comme vous le savez, hein, en tant que scientifique, de se dire, il y a des propos qui sont fondés non pas parce que j'ai un titre ou parce que je parle très fort ou bien, c'est parce que j'ai fait un certain travail sur des données, qu'il y a une méthode relue par des pairs et qu'on a pu valider que mon travail reposait sur des bases objectives. Des preuves, hein, on aurait dit en journalisme, hein, effectivement. Des éléments en tout cas suffisants qui font que je l'apporte à la communauté. Et au-delà du repère, si vous faites de la randonnée, un cairn, c'est quand je suis dans la montagne, je suis un peu perdu, il y a des gens qui sont passés avant moi. Ce repère, c'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est des gens avant qui sont déjà passés par là et qui me disent, à mon avis, si tu passes par là, tu vas moins te perdre et c'est en tout cas un chemin que je te conseille. Donc c'est une façon, avec l'idée d'être collaboratif. Un cairn, c'est aussi plein de petites pierres. Le monde francophone, on l'a dit, il n'y avait pas d'éditeur dominant, il n'y a pas Nature, The Lancet qui a dit c'est comme ça, et donc la vérité médicale est établie. C'est des petites pierres
Et ces petites pierres, ils finissent par constituer un édifice qui, au final, est divers, mais est visible et tout à fait solide et valable. Voilà l'idée qu'on avait en tête, en tout cas, avec ce nom de Cairn. Et sur le deuxième, comment internationaliser Cairn? Il y a nos efforts d'internationalisation. On le disait, le trafic de Cairn a grandi un peu partout dans le monde et le nombre d'universités avec qui on a des partenariats. Mais aujourd'hui, vous avez raison, ça va plus loin. C'est donner des capacités technologiques qu'on a développées en numérisation, ce que j'évoquais en termes d'IA, à d'autres acteurs. J'évoquais un partenariat qu'on a discuté récemment au Sénégal, où on était pour remettre un prix de la recherche à impact. C'est aussi une façon d'aider la numérisation de fonds qui sont déjà existants ou d'aider à outiller certains acteurs qui sont en train de diffuser des fonds de thèse et constituer des objets de revue et de les aider à les rendre visibles à l'échelle internationale dans le nouveau contexte qui vient. Un contexte où vous aurez compris, s'il n'y a plus l'objet central Google, dites-vous aujourd'hui, je ne peux plus me servir d'un moteur de recherche, comment je navigue sur Internet? Et on nous dit même, vous savez, les navigateurs web, c'est pas sûr qu'on en ait très longtemps sur les téléphones. Si vous n'avez pas d'application, allez sur l'application de votre réseau social préféré. Ça change beaucoup les règles du jeu qui sont en train d'être établies. Et ça, effectivement, demain, peut-être que pour une plateforme sénégalaise, il sera important de pouvoir être signalé sur Cairn, qui a déjà une certaine base de trafic, et vice-versa. Et d'avoir une sorte, quand je parlais de fédéralisme, c'est un réseau un peu plus moins centralisé, finalement, de trafic, d'attention, entre des chercheurs de différents espaces linguistiques un peu partout dans le monde, ou du même espace linguistique, mais de différents espaces intellectuels. Voilà quelques idées en tout cas. Oui, pour la page Facebook, alors effectivement, ça m'a fait souffrir de devoir passer par les réseaux sociaux, mais c'est le grand problème, c'est que c'est le seul moyen d'exister et de toucher un public, en particulier au moment où on se développe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est établi et puis qu'on a plein d'abonnés, il n'y a pas forcément besoin d'être en permanence présent sur les réseaux sociaux. On peut avoir des listes de distribution par email. On a des personnes qui viendront consulter la page internet tout simplement et tout va bien. Et à la limite, on peut dire au revoir à Facebook et aux autres. L'édition roumaine est une nouvelle édition. L'Agora en Roumanie, c'est Facebook. C'est pas en France, X a un rôle très important. En Roumanie, c'est Facebook. X n'a pas pris. Et puis il y a TikTok, mais TikTok qui pour le coup, qui est très important. On a attribué à TikTok le succès de la campagne de Georgescu notamment, mais c'est un enfer de communication TikTok. C'est-à-dire qu'on n'a que des vidéos. J'ai fait quelques tests pour voir si s'il y avait moyen de faire une sorte de slow messaging, de messages lents sur TikTok, afficher le titre, le chapeau d'un article, pour faire comprendre à des utilisateurs TikTok qu'il existait autre chose. Et puis, d'une certaine manière, j'ai renoncé, peut-être qu'on retestera. J'ai renoncé en fait parce qu'en 2025, donc après, quand est venue la vague de censure en Roumanie, c'est particulièrement sur TikTok que ça s'est passé. Et donc, pour moi, les jeux étaient complètement pipés, aucune possibilité de comprendre ce qui s'y passait et donc aucune envie d'investir. Facebook reste très important. On a des universitaires qui publient de longs textes, on va dire presque une forme d'éditorial, sur Facebook parce que c'est là que vit le débat. C'est l'Agora en Roumanie. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Oui, le ciel. Une question à Thomas Parisot de Cairn. Vous avez évoqué un petit peu en passant et en employant le pronom on traduit. Oui, je fais ça J'ai souvent, envie c'est un défaut. de savoir qui traduit. Est-ce que Oui. c'est traduction automatique et quel rôle jouent les auteurs? Parce que est-ce que vous prévenez les auteurs qu'ils sont traduits? Êtes-vous en relation avec eux? Est-ce qu'il y a une relecture? Absolument. Alors nous, on distingue deux étages de traduction. Parce que de fait, je mentionnais le travail sur une douzaine de milliers d'articles qui ont été intégralement traduits, vous aurez compris, mais on a fait un travail sur des centaines de milliers, notamment de résumés et de titres, pour les rendre indexables en anglais et en espagnol. Là, le travail peut être un petit peu plus mécanique. En tout cas, c'est systématiquement tout ce qu'on appelle des métadonnées, qui ne sont pas le texte lui-même, a pu être produit, je pense, à l'espagnol, où la matière n'existait pas forcément dans les revues qu'on diffusait, elle a pu être produit par machine et révisé par des traducteurs professionnels, sont souvent des spécialistes de la discipline. Pour le texte intégral des articles, la règle qu'on a, là on parle de centaines de milliers de résumés. Et effectivement, la règle qu'on a pour le texte intégral, c'est systématiquement, effectivement, de passer par l'auteur à travers la revue. Très souvent, c'est les revues souvent qui reviennent en disant voilà, votre article a été sélectionné par la rédaction et on va le traduire en anglais, en espagnol. Voilà cette traduction, voilà le traducteur qui y travaille, parce que je ne peux pas me relire en espagnol, je ne pense pas pouvoir vraiment faire un bon travail.
des traducteurs professionnels qui sont avec double casquette, mais vous allez me dire c'est très classique, qui sont à la fois des experts de la traduction et des experts du champ concerné, avec vraiment cette double expertise, ce qui en fait des profils extrêmement rares. C'est un réseau dont la tête de pont est à Exeter en Royaume-Uni et qui se définit, qui refuse absolument qu'on l'appelle une agence de traduction, à juste titre, parce que c'est un réseau d'universitaires un peu partout. Pour vous dire, on a travaillé avec plus de 800 traducteurs pour l'instant, donc ce n'est pas des gens avec qui on aime bien travailler, c'est effectivement l'idée d'apparier un travail d'un auteur avec le bon traducteur. Oui, eh bien, donc Cairn n'est pas un éditeur. Donc, d'une certaine façon, les questions de propriété intellectuelle sont liées à la revue ou à son éditeur. Donc, quand il y a une traduction, absolument, tout à fait. Il n'y a pas de traduction qui ne passe pas par les contrats avec les éditeurs. C'est aussi vrai de tout ce que je disais sur l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Ce qu'est Cairn, c'est un collectif d'éditeurs. Je ne l'ai pas peut-être rappelé, mais au-delà d'être une plateforme qui a eu envie de rassembler les éditeurs, on est piloté par les maisons d'édition en question. Il y a un système mutualiste, Cairn est une société à mission, et on aura dans pas longtemps notre comité de suivi, on publie un rapport d'activité. Bref, il y a une dimension raisonnablement communautaire de pouvoir, avec ce collectif d'éditeurs, discuter des sujets, reverser bien sûr économiquement les ressources, que ce soit quand on vend de l'IA ou des traductions ou des abonnements, et quand on fait des choix technologiques ou des choix d'organisation comme ceux qu'on évoque ici. Moi, je voulais réagir à quelque chose que Mamadou a dit tout à l'heure, qu'on demande aux journalistes français, sénégalais de langue française de connaître l'anglais aussi. Moi, je voulais faire allusion à ce qui se passe au milieu universitaire aujourd'hui, pas seulement au niveau de publication, comme on a discuté, mais aussi au niveau de collaboration universitaire. Alors, on nous pousse, nos ministères en Europe nous poussent à avoir des masters communs, d'accord? Ceux qui sont universitaires d'entre vous, vous savez bien comment ça marche. Mais en même temps, quand une université grecque se met en contact avec une université roumaine, par exemple, pour avoir ensemble faire ensemble un master, c'est en quelle langue vous passez le master? En anglais. En anglais, voilà. On a tous le même problème. Au moment où l'anglais n'est même pas la langue dominante de la communauté européenne en fonction des pays depuis que le Royaume-Uni est parti, en plus. Ma question est pour Monsieur Parisot. Je sors de votre intervention avec revigoré par les diverses améliorations, innovations que vous mettez en place pour vraiment permettre que Cairn soit une revue qui soit davantage, beaucoup plus visible et structurée. Mais j'en ressens également comme une réalité augmentée, c'est-à-dire que j'en ressens très inquiète. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous parlez dans une certaine mesure, de rassembler l'ensemble des publications de la communauté scientifique, de mettre en place une réponse à nos demandes qui irait identifier non pas une reformulation de ce qu'un auteur aurait dit, mais d'identifier clairement une citation précise et référencée et qui permettrait donc d'avoir vraiment une vue sur un thème en particulier. Alors, je ramène cela au plan individuel de la recherche pour nos étudiants. Comment on fait pour une revue de la littérature qui est pensée d'avance? C'est-à-dire que si je viens sur Cairn et je donne un sujet de recherche à un étudiant, je lui demande de me faire la recherche, il va sur Cairn et il a tout ce qu'il lui faut directement avec des citations copier-coller. Est-ce que pour nous, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème? Parce que ça devient un autre problème pour nous, parce que le but de la revue de la littérature, c'est justement de susciter l'esprit analytique chez l'apprenant. Et donc, si dans la recherche scientifique, quand il va vers un site qui est censé lui donner des textes, des références de lecture, il trouve plutôt quelque chose qui est déjà prêt à consommer. Je pense que c'est un autre problème que vous nous causez, c'est un autre problème à résoudre pour nous. Je le dis comme ça, mais je dis comment on fait parce qu'à force de vouloir trouver des solutions, on rajoute, j'ai le sentiment qu'on rajoute plutôt d'autres problèmes. Donc, comment on fait? Vraiment, c'est à toute la communauté scientifique que je pose la question. Comment on fait? Alors peut-être, donc vous ferez l'expérience dans peu de temps, j'espère, de cet outil qui s'appelle Sophia, et vous verrez qu'il a une bonne part de frustration. Ce que vos étudiants risquent de vous dire en disant il n'a pas vraiment répondu à ma question en fait. Ce qu'il a fait, il m'a envoyé vers plein de lectures.
Donc en fait, ce que je comprends, c'est que c'est un coach sportif qui veut que je fasse du sport, quoi. Il va falloir que j'aille lire, il m'a exposé à des contenus dans différentes disciplines en plus. C'est beaucoup d'altérité. Il y a des choses, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors que je suis en sociologie, je connais Durkheim, là il est venu me chercher des choses au fin fond de je ne sais quelle discipline. C'est du sujet, il y a des auteurs que je connais pas, alors que normalement c'est mon sujet. Bref, il m'expose à de la différence. Et la finalité de ça n'est pas de vous dire, c'est bon, hein, pas besoin de faire de revue de littérature ou vous approprier. Il va falloir lire, il va falloir comprendre un petit peu là-dedans. Je vous fais des propositions. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des listes de résultats. C'est une liste de résultats qui se termine systématiquement par des questions. C'est une IA qui pose des questions, plutôt que vous donner des réponses. Un peu comme un prof qui vous dirait, ou ce que vous faites avec vos élèves certainement, en fait, sur votre question, moi je vous conseillerais de vous poser telle autre question, et telle autre, et telle autre, et telle autre. Je le fais parce que je sais que j'ai un corpus. C'est pas moi, robot, qui génère aléatoirement des questions. Je sais qu'il y a des recherches qui sont parallèles à la vôtre qui abordent tel et tel enjeu. Or, vous me posez la question de comment développer le plurilinguisme dans les universités. Je vous pose la question de savoir comment, dans le secondaire, on travaille effectivement les compétences, le transfert des compétences acquises au lycée vers l'université. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais de se dire, tiens, il y a un autre angle à votre question qui me semble pas inintéressant. Et j'ai des recherches à vous proposer sur le sujet. Donc, l'idée est bien de nourrir la curiosité et au passage de nourrir la lecture. Une chose qu'on va devoir faire, je pense, dans les universités, mais ça n'engage que nous, hein, mais en tout cas, nous, on va s'engager comme ça, c'est d'engager à cet effort intellectuel qui est celui de la lecture, qui va devenir très, très dur, on le sait, et je pense que c'est déjà le cas pour les étudiants. Lire un article de 15 pages, un livre de 400 pages, c'est horrible. C'est quelque chose qui va demander de s'arrêter, qui va demander de poser le portable. Au-delà d'une demi-seconde de TikTok, on passe à la suite, et effectivement, au-delà de la demi-seconde TikTok, l'effort intellectuel, et ça, c'est notre plasticité cérébrale, hein, c'est pas une mauvaise volonté. Le discours moral aura beaucoup de limites à ce niveau-là, puisqu'il va falloir travailler d'un point de vue cérébral, cognitif, les étudiants, pour arriver à lire 15 pages et pour arriver à en résumer des éléments. Et ça paraît peut-être idiot, mais je pense qu'en tout cas, c'est une zone qui est à défendre, hein, pour prendre un terme un peu politique, qui est celui d'une lecture et de l'effort qu'il va falloir produire. Et si on ne le fait pas aux études, si on ne le fait pas pour les jeunes publics, ça sera très dur de chercher à le développer dans le monde professionnel, le monde politique et le monde citoyen. Hein. Donc, effectivement, madame, en tout cas, sachez que nous, on a un peu le même constat que vous, que c'est pas le pré-mâchage du travail qu'il faut faire pour l'étudiant, d'autant plus qu'on essaierait de le faire, on n'y arriverait pas. Ils le font déjà sur ChatGPT, ils le feront demain sur des outils plus puissants que nous, qui ont beaucoup plus de moyens technologiques. Ce qu'on va faire, et la force de Cairns, c'est 300 000 auteurs qui ont réfléchi, qui ont rédigé, qui ont posé les choses d'une certaine façon, qui disent des choses et il faut les lire. Et ça, c'est essayer de pousser vos étudiants à se dire, allez, effectivement, il faut que j'aille un peu, on me facilite un peu, c'est le maximum qu'on peut faire, après c'est à moi de prendre la main. Je trouve très intéressant cet échange parce que au monde diplomatique, on a eu une conversation assez poussée il y a peu de temps avec notre édition espagnole, celle qui est à Valence, hein, parce qu'on a plusieurs éditions hispanophones en Amérique latine. Et notre édition de Valence nous interrogeait sur le fait d'ajouter éventuellement des outils IA sur son site internet pour accompagner le lecteur, pour l'aider à chercher. Et on a discuté et on lui a dit que nous, qu'il faisait ce qu'il voulait parce qu'on est un réseau, hein, on n'est pas un empire médiatique, mais que nous, à Paris, on était plutôt défavorables parce qu'on considère que la démarche de questionnement, la fabrication de la question, ça fait partie de la formation. Et jusqu'à présent, ce qu'on fait, nous, ce qu'on incite nos lecteurs à faire, c'est à créer des clubs de lecteurs. On a les amis du monde diplomatique, des clubs de lecture pour que les gens s'entraînent et s'aident à aller au bout d'une lecture et finalement à trouver leurs propres questions avec cette conviction aussi qu'on souvent réfléchit mieux à plusieurs que tout seul. Mais c'est une vraie discussion et la lecture doit susciter ses propres questionnements et donc l'idée de l'accompagnement, il faut vraiment la réfléchir. Bonjour, mon nom est Véronique Voyer. Je suis scientifique en résidence à la délégation générale du Québec à Paris. C'est un nouveau poste en diplomatie scientifique, donc j'étais très contente de voir ces deux univers se rejoindre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pourriez nous dire quelques mots sur les enjeux de souveraineté numérique, puis comment ça affecte vos plateformes. Voilà Stéphane, parce qu'après il va courir prendre son avion. Oui, il ne faut pas le louper. Alors, pardon. Comment dire, la question de la souveraineté numérique, elle repose derrière une question d'infrastructure numérique.
sur laquelle je pense qu'on est complètement, enfin il me semble qu'on est complètement en dehors, complètement exclu. Il y a une sorte de monopole américain, en tout cas sur l'espace informationnel européen. Et je vais faire une réponse très générale, mais c'est probablement un enjeu majeur futur à plein d'échelons par rapport à ce que je relatais sur ces questions de censure et d'algorithmes sur les réseaux sociaux. C'est évident qu'on est dans un moment de tension maximum où on se rend vraiment compte, enfin tout le monde je pense ressent que les règles du jeu sont pipées, qu'on est en face d'une machinerie, alors ça vaut pour l'IA mais ça vaut pour les réseaux sociaux, on ne dit pas réellement de quoi il s'agit. En théorie, pour remettre à plat cette question-là et fonctionner correctement en tant que démocratie, on devrait avoir l'open source, des algorithmes transparents qui puissent être vérifiés par des experts, qui puissent être testés, etc. Et on devrait avoir une information en temps réel des utilisateurs. Si un contenu est accéléré ou décéléré, shadowbanné, donc désamplifié, on devrait avoir tout ça en direct. Donc en fait, c'est le journaliste américain Michael Shellenberger qui a lancé cette idée, mais j'imagine qu'elle est lancée par plein de gens, c'est de considérer les réseaux sociaux presque comme un bien public. Comme les réseaux d'électricité. Et dans ce cas-là, ok, on peut se dire qu'on n'est plus complètement dépendant du bon vouloir d'une équipe technique ou d'un magnat ou de la Commission européenne, par exemple, puisque ce que j'ai rencontré en Roumanie, ce sont des acteurs, des ONG qui par proxy font de la censure et qui sont financés par la Commission européenne. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas, et donc il faudrait remettre ça à plat. Le gros problème, c'est que il faut vraiment que ce soit fait de manière intelligente. Donc l'open source, c'est une des pistes. Mon pire cauchemar, c'est que les gens qui nous parlent de souveraineté numérique aujourd'hui, c'est par exemple le pouvoir en France, et que le pire résultat possible entre les mains de gens qui considèrent comme de la désinformation de dire la vérité sur le fait qu'il n'y a pas eu d'ingérence russe en Roumanie, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on va avoir un ministère de la vérité. La question, c'est il faut la souveraineté numérique, mais comment on s'assure qu'on ait des systèmes de contre-pouvoir, comme ça a été pensé en termes de système politique par les trois pouvoirs fondamentaux. C'est sûr qu'on a raté le train, hein. Ça y est, c'est parti. Tout, parti, loin. Mais quand même, le monde diplomatique qui est ici présent dans cette table a fait tout ce qu'il pouvait en tant que réseau et en tant que personne pour atteindre cette souveraineté, au moins du côté français numérique. D'abord, le monde diplomatique est au cœur et ces personnes sont au cœur d'un système de CMS, Content Management System, qui s'appelle SPIP et dont il était construit par les gens du monde diplomatique et maintenant il est repris par pas mal d'entreprises françaises et allemandes. C'est un logiciel libre parce qu'il était donné à la communauté. Et aujourd'hui, dans le monde occidental, en Europe, c'est la seule chose qui contrebalance WordPress, qui est aussi libre d'ailleurs, mais qui n'est pas français, ou grec, ou romain, ou quoi que ce soit. Deuxièmement, il y avait un essai de qui a X ici? Qui a X ici? Personne? X, oui, le réseau X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Qui est sur le réseau Mastodon? 1, 2. 2, oui. Voilà, il ne se passe rien. Mais l'autre X, c'est une plateforme privée acquis par Elon Musk, qui est le numéro 2 ennemi public de l'Europe. Mastodon, c'est un réseau qui est fait par des universitaires, c'est un logiciel libre. Alors 6 pour Musk, 2 pour Mastodon, parce que ça se passe rien justement. Alors si nous moi, parfois, je pleure toute seule la nuit parce qu'on a raté ce train de souveraineté numérique en Europe.
Parce que, bon, je suis universitaire, mais mon sujet est quand même le journalisme numérique, c'est pour ça. Alors, je plaire toute seule, mais en même temps, on ne fait rien, hein. On peut même pas dire à nos étudiants n'utilisez pas TikTok et aller sur un autre réseau alternatif. Personne n'ira parce que tous les copains sont là. C'est simple. Alors, à notre tout petit niveau, parce que chacun parle un peu de son expérience, on essaie de faire une démonstration qu'il y a des formes de souveraineté qui sont possibles. Après, il faut être raisonnable dans les discours et y compris quand la souveraineté, du coup, elle demande à s'autocontrôler et à rentrer dans une logique également de sobriété, avec d'autres enjeux que vous voyez bien, hein, effectivement, qui est de se dire il y a plein de façons de faire et que le gigantisme et le passage à l'échelle, effectivement, n'est pas forcément affaire juste de destruction et de fatalité, là aussi, pour éviter ça, y compris avec une forme un peu de contrôle intellectuel. On parlait effectivement tout à l'heure de défendre une forme de liberté d'expression à travers des infrastructures comme ça un peu dispersées, qui n'ont pas la même langue, le même cadre de pensée, et c'est très bien, il ne faut pas chercher à en imposer un à la place d'un autre, donc effectivement de garder cette forme d'horizontalité. Ça a des ramifications très techniques très, très pragmatiques, hein, c'est-à-dire que Kern est auto-hébergé, et a construit une infrastructure avec les fameux GPU, des non, pas du tout. Non, non, on est sur Kern Info Zone. Hein, donc effectivement, avec l'idée que l'IA et le passage à l'échelle universitaire, on le fait sans surcoût pour les universités. Je le dis parce qu'on passe aussi d'un web qui était assez presque nul en coût marginal, qui devient un web très cher. Et effectivement, en fonction des choix que vous faites en développement, votre facture d'hébergement, elle peut rester pareille, ou elle peut prendre 10, 15, 20, 50 000 euros de plus par mois en consommation électrique. Avec au-delà de ça, l'idée qu'aujourd'hui en Europe, on va avoir des choix politiques de se dire est-ce qu'il faut diminuer la consommation électrique de la ville parce qu'il y a un data center à côté qui a besoin de consommer plus que les humains qui habitent dans la ville à côté. Et ça, c'est un choix politique pour maintenant. Encore une fois, notre Arthur Mensch, les auditions récentes, encore, reposez bien un choix, avec d'autres choses beaucoup plus contestables, mais un choix de société qui est très fort, qui est très politique, avec l'utilisation des ressources finies, notamment des ressources énergétiques, maintenant, pas pour nos enfants, pour maintenant, dans les choix qu'on va faire en termes de sobriété et de maîtrise. Voilà. Et ça, effectivement, c'est faire la démonstration que le gigantisme n'est pas la seule voie et qu'il y a cette horizontalité qui est possible. Et ce n'est pas que du romantisme, puisqu'on pense que ce qu'on disait, la corrélation entre l'intelligence humaine à la production et à la réception, cette sobriété économique, écologique, bon, ce pragmatisme de dire est-ce qu'il faut vraiment des fermes de serveurs, des giga data centers, on nous dit des trilliards, vous vous rendez compte ce qu'on peut faire avec des trilliards et le nombre de problèmes pour l'humanité qu'on peut résoudre au-delà de parler avec un robot. Bref, effectivement, c'est des choix qui nous dépassent un peu, mais des choix où on peut faire la démonstration que avec beaucoup moins de moyens, il y a autre chose, et finalement ne pas s'intéresser que au délire mégalomaniaque de certains, peut être une façon de construire autre chose à côté sans passer par le gigantisme qu'il revendique là-dessus. Et ça, c'est pas complètement hors sujet. Hein, aujourd'hui, il y a des alliances nouvelles qui peuvent en découler, si je puis dire. Juste un exemple pour terminer, mais nous, ça nous permet aussi de nous rapprocher des universités. Hein, par exemple, vous allez me dire, mais vous étiez déjà en partenariat, mais pas assez, on était toujours à distance. Kern, c'est l'université, mais c'est pas l'université. On est en dehors du schéma institutionnel. Aujourd'hui, dans les universités en France, il y a des centres de calcul qui ont commencé à se mettre en réseau et en se disant, mais en fait, ces centres de calcul, ils sont très utiles à la recherche, mais ils sont utilisés à 15-20%. Parce qu'évidemment, il y a un moment, je vais faire des recherches, des calculs en astronomie hyper compliqués, il me faut une super infrastructure. Par contre, dans 6 mois, je reviendrai, mais entre-temps, il ne va pas se passer grand-chose. Ces infrastructures, on peut les partager pour des logiques, je ne vais pas rentrer dans les choses trop techniques, mais de partage de pics d'utilisation. Des fois, on se suréquipe. On a une université qui peut recevoir 50 000 personnes, mais la plupart du temps, il y a 2 000 personnes dans les locaux. Parce que quand on est 50 000, il faut bien quand même que les gens puissent s'asseoir quelque part. Ça, d'un point de vue numérique, aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Et plutôt que chacun s'équipe pour avoir 50 000 places, de pouvoir partager, quand on a trop de trafic, les forces de calcul qui sont nécessaires. Et ça nous pousse à réétablir un dialogue, pas seulement avec les bibliothèques, mais aussi avec des présidences d'universités et des centres de calcul, bref, d'avoir une forme de collaboration, et qui nous pousse tous à être un peu raisonnables, à aller vers l'autre et de se dire, bon, on est tous les petits, les vaincus, d'une certaine façon, d'un délire qui se passe ailleurs. Si on s'organise, il y a des choses qui sont possibles. Oui, allez-y. S'il y a d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions pour moi, j'aimerais prendre mon avion. Merci beaucoup, J'aurais besoin Stéphane. d'être accompagné. Dernière question. Bon retour à Bucarest. Merci beaucoup.
Marche pas. Bah si, ça marche. Formidable. Ok, non, c'était de la pure curiosité. Vous avez dit que le Monde Diplo est traduit en 27 langues. Je savais qu'il est traduit en certaines langues, mais je savais pas qu'il y avait autant. Je me demande comment vous faites économiquement. Quel est votre business model, comme on dit en bon français? C'est-à-dire, est-ce que les ventes, par exemple, vous avez mentionné le kurde. Est-ce que les ventes dans les pays où on parle kurde vont permettre de compenser la production, la traduction et l'impression, évidemment, du monde diplo dans ces pays qui sont quand même 4 ou 5? Voilà, c'est ça. C'est vrai que pour nous, la souveraineté, bon, on a parlé de la souveraineté numérique, mais c'est aussi très concrètement la souveraineté financière. Et pour assurer notre autonomie et notre indépendance, on a fait le choix de ne pas avoir de publicité. Enfin, on en a eu, on en a un petit peu, mais on a fait le choix d'en avoir très peu pour rester indépendant, ce qui fait que 95% de notre chiffre d'affaires vient des ventes du journal. C'est-à-dire notre indépendance, très concrètement, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent le journal et qui s'abonnent. Et ça, c'est une manière de ne pas dépendre d'un annonceur ou de quelqu'un qui va pouvoir donc vous donner des consignes parce que c'est celui qui vous finance. Et par rapport aux éditions internationales, le principe, c'est que c'est un réseau. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent vers nous parce qu'ils lisent le Monde diplomatique en français et qu'ils ont envie de le traduire dans leur langue. C'est-à-dire qu'on n'est pas un empire de presse. Il y a des journaux qui vont acheter des parts dans des médias à l'étranger. Donc, on ne fait pas ça du tout. C'est en général des gens qui viennent vers nous en disant « mais j'adore votre journal et j'aimerais bien qu'il soit connu dans mon pays ». Alors, on demande des droits de reproduction parce que les articles qu'on publie ont une valeur. Il y a des droits d'auteur, il y a un travail qui a été fait, mais qui sont très largement symboliques. Mais c'est normal qu'on en demande. L'idée étant que chaque édition trouve son modèle économique, c'est-à-dire son lectorat, ses abonnés, pour être indépendante. Et on a créé un fonds de solidarité interne à notre réseau, qui est alimenté par les éditions les mieux portantes, au profit des éditions qui auraient des difficultés. On l'a appelé le réseau international solidaire, qui permet de financer des projets. Hier, on discutait avec notre édition slovaque, qui est une toute petite édition et qui vient de voir une de ses subventions publiques supprimée et qui nous demandait justement une aide pour passer ce cap. Donc on essaie d'être cohérent dans notre modèle économique et dans nos valeurs. Et dernière anecdote pour illustrer ça, il y a quelques années, j'ai été contactée, je sais pas, j'hésite à dire son nom, par une très grosse fondation, si je vais le dire, la fondation Forbes, qui voulait nous financer notre édition en croate. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Ils nous avaient envoyé un document sur papier glacé avec des graphiques, etc. Et dans le même temps, on était contacté par un petit groupe d'étudiants croates qui on aimerait bien faire le monde diplomatique et n'avaient absolument pas un sou pour faire cette édition. Devinez ce que nous avons fait. Nous avons évidemment donné la priorité aux étudiants. Bon, l'édition n'a pas duré, on va essayer de la relancer, on est toujours en contact avec eux. Mais voilà, on aurait pu, si on avait fait un calcul économique bête et méchant, dire allez hop, on va prendre l'argent de Forbes. Non, on s'est dit, il est plus cohérent avec ce qu'on prêche et ce qu'on écrit, de faire confiance à des étudiants qui ont à cœur de défendre la liberté de la presse, la liberté d'information dans leur pays. Mais c'est une bataille de tous les jours parce que il y a un mythe qui s'est répandu, dont nous sommes tous victimes, qui est l'information gratuite. Les gens croient que l'information est gratuite parce qu'ils vont sur les réseaux. Si c'est gratuit, c'est pas de l'information. Parce que l'information, ça a une valeur, donc ça a un coût, donc ça a un prix. Si ça circule, c'est une donnée, ou alors ça a été volé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont produite sérieusement, des journalistes, des chercheurs, et d'autres qui la font circuler et qui en tirent bénéfice. Mais l'information a une valeur. Donc il n'y a pas d'information gratuite. Si c'est gratuit, soit c'est pas une vraie information, donc la valeur incertaine, non vérifiée, soit elle a été volée. Donc je vois à vos regards que c'est pas évident comme idée, mais l'information gratuite n'existe pas.
Et là aussi, c'est une bataille culturelle. S'informer fatigue, c'est l'un de nos slogans, d'ailleurs, au monde diplomatique. Et donc, il faut comprendre ça. Et donc, assumer ce que ça veut dire. Donc, acheter un journal, s'il est indépendant, s'abonner, suivre Kern. Voilà, parce que tout ça, ça fait partie d'un écosystème de résistance à un affadissement, une espèce d'infobésité informe qui produit de la malinformation, comme on dit la malbouffe, ou de la désinformation. Là, je m'emporte, là, je suis là. On nous fait signe dans l'oreillette qu'il va falloir conclure.